Bonsoir à tous et bonsoir chaleureusement au public qui nous accompagne aujourd'hui. Et un grand salut à toute la bande que je suis ravi de retrouver. Nos experts de l'art, spécialistes et passionnés. Nathalie Lesage, bonjour. Journaliste qui nous présente chaque semaine ces fantastiques, ces femmes artistes qui font l'événement partout dans le monde. Lauriane Mélière qui est avec nous aussi. Bonsoir. Journaliste, c'est vous qui repérez les grandes tendances dans le monde de l'art et qui créez des ponts entre le passé et le présent. Fabrice Bousseau, le boss, le maître, rédacteur en chef de Beaux-Arts Magazine. Notre enquêtrice de choc, Margot Bétou, va nous raconter les histoires les plus folles de l'histoire de l'art. Et ravi d'accueillir l'une des plumes du célèbre magazine Vanity Fair, Pierre Grospeau. Salut. Vous nous raconterez pour le coup tout ce qui brille. Vous avez chacun un mot du jour qui va nous laisser deviner ce qui va se passer dans l'émission. Nathalie, on commence avec vous. Moi, je commence avec Halloween, parce que c'est d'actualité, puis on va frissonner un petit peu plus tard. Lauriane? Un mot politique, j'ai envie de dire diaspora. C'est le nom du musée dans lequel je vais vous transporter aujourd'hui. Pierre? Mobo et Moga, ce sont les jeunes gens modernes du Japon des années 20. Fabrice? Cosmique, c'est le mot peut-être que j'utilise le plus pour définir l'art. L'art est définitivement cosmique pour moi. Et Margot? On adore. Moi, c'est la paix, Ali. La paix qu'on espère quand on lit les carnets de Michel Hazanavicius. Et justement, on va l'accueillir ensemble. On a l'honneur de recevoir celui qui a reçu l'Oscar du meilleur film et de la meilleure réalisation pour The Artist. C'est également un dessinateur qui s'est lancé dans le cinéma d'animation avec son dernier film La plus précieuse des marchandises. Et il a récemment repris son crayon pour la publication de ses carnets d'Ukraine, le récit d'un séjour sur le front, sur la guerre contre la Russie en 2023, paru chez Alary Éditions. Michel Hazanavicius, The Artist, est l'invité de la Grande Galerie francophone. Bonsoir Michel, je vous présente la bande. Bonsoir et bienvenue. Un immense merci d'être avec nous. On va démarrer par une question traditionnelle. Qu'est-ce que l'art apporte à votre vie ? Très difficile de répondre à cette question parce que c'est très difficile à identifier, mais je dirais que si on prend le truc à l'envers, je dirais qu'un monde sans art serait absolument insupportable. Donc je crois que c'est indispensable. Je ne pourrais pas bien dire pourquoi, mais je crois qu'au fond, on a quand même besoin de beauté, on a besoin d'élévation, on a besoin de questionnement, on a besoin d'être un peu bousculé, et puis on a besoin peut-être d'être autre chose que des animaux. Donc oui, indispensable. Et vous y êtes tombé très tôt, puis très jeune, parce que vous avez fait une école d'art. On le sait peu, on imagine que vous avez fait des études de cinéma. Vous avez d'abord été The Artist, ou en tout cas apprenti The Artist. Wannabe, non, mais même pas. Je voulais pas vraiment être artiste, mais j'ai fait effectivement une école d'art. À Cergy. À Cergy. En fait, je voulais glander, mais mes parents voulaient que je fasse des études, et comme je dessinais, j'ai été vers ce qui était le plus simple. Et donc, j'ai fait une grande école, une école nationale d'art. Et donc, mon père pouvait crâner en disant « mon fils fait l'ENA », voilà, qui était juste art plutôt qu'administration. Mais voilà. Et alors, l'art, c'est vrai que ça vous accompagne depuis longtemps. On sait assez peu que vous êtes vraiment érudit, qu'en tout cas, vous avez une passion pour la peinture de la Renaissance, par exemple. Grand amoureux de Léonard de Vinci, la Joconde, par exemple. Oui, enfin, grand érudit, là, ça sent un peu l'usurpation. On en a parlé un petit peu avant, donc j'ai peut-être un peu crâné, peut-être. Non, mais vous avez lu vous avez étudié Léonard de Vinci, et notamment la Joconde. Mais la Joconde, en fait, j'aime beaucoup les écrits de Daniel Arras, qui est un grand historien de l'art, très accessible. Et notamment, j'aime beaucoup l'interprétation qu'il fait de la Joconde, qui est qu'en fait, derrière ce sourire énigmatique, etc., pour lui, quand on regarde le tableau, au-delà du portrait... Au-delà du portrait, au-delà du visage, au-delà de ce sourire. Il y a l'arrière-plan. Et en fait, l'arrière-plan, il est divisé en deux parties, la partie droite et la partie gauche. Je ne vous apprends rien. Et en fait, ces deux parties sont très, très différentes. La perspective est différente et même le type de paysage est différent. Il y en a un qui est très escarpé, un peu violent, et l'autre qui est beaucoup plus calme. Et Arras imagine que c'est deux époques différentes de la Toscane, mais foncièrement différentes. Et il en déduit, c'est assez intéressant, que ce sourire, en fait, il est
pile entre deux paysages qui ne vont pas ensemble, et il propose que ce sourire en fait symbolise le passage du temps, et voilà, j'aime bien cette interprétation. Et la Joconde, c'est un tableau qui influence votre travail de metteur en scène? Non, la Joconde quand même pas, mais le travail des peintres de la Renaissance, et notamment l'utilisation de la perspective, qui est une invention, c'est pas une découverte. On croit que la perspective, c'est les lois de la nature, pas du tout. C'est une invention, c'est une convention. Et la manière dont les peintres on a 2 minutes là ou... Bien sûr. Ouais, ok. Ah non, mais c'est passionnant. Et ben, la manière dont les peintres de la Renaissance ont utilisé la perspective, notamment dans les tableaux de l'Annonciation, il y a un enjeu théologique assez fort, parce que l'Annonciation, c'est le moment où l'ange Gabriel vient annoncer donc à Marie qu'elle est enceinte de Dieu, ce qui n'est pas accepté par les Juifs, mais qui est justement le fondement point de scission, du christianisme. Et donc, comment les peintres ont incarné cette immersion du divin dans le réel, ils ont beaucoup joué avec la perspective. C'est-à-dire que dans tous les tableaux de l'Annonciation, il y a toujours des incongruités, des impossibilités, quelque chose qui n'est pas normal et qu'on ne voit pas forcément toujours, mais vous verrez très souvent au sol, vous avez des carrelages, vous avez des cloîtres qui donnent des lignes de perspective très très fortes. Et en fait, tout ça est assez absurde. Et l'idée d'avoir une image qui est absurde, c'est justement, c'est pas qu'elle est absurde et c'est pas qu'ils ont fait des fautes, c'est au contraire, c'est le divin. Et donc, l'idée de se dire comment dans une image, on raconte quelque chose et on donne un sentiment, comment dire, une information, une saveur, sans que ce soit perspective. Et ça peut donner lieu, par exemple, à un plan ou à une idée de plan, de cadre, ouais, bien sûr, dans votre cinéma. Bien sûr. Un mot sur Van Gogh. Il y a un tableau de Van Gogh qui vous est indispensable? Oui. Enfin, qui m'est indispensable. C'est vrai que c'est enfin, moi, j'aime beaucoup Van Gogh. J'aime les couleurs de Van Gogh. Oui. Et oui, et puis je trouve il y a quelque chose. Et c'est quel tableau et pourquoi ce tableau? C'est des tournesols sur fond vert. C'est un vase avec des tournesols sur fond vert. Pourquoi ce tableau? Je ne saurais vous dire. Pourquoi il vous fascine? J'ai l'impression, quand je vois un tableau de Van Gogh, que c'est quelqu'un qui ne voit pas la même chose que nous autres. Ah oui. Et, ouais, j'ai l'impression qu'il raconte le monde, enfin, tel qu'il le voit, et qu'il ne le voit pas du tout de la même manière que nous. Et je trouve ça fascinant. Et celui-ci, l'agencement des couleurs, le vert, le jaune, etc. Ouais, je sais pas, il y a quelque chose qui m'émeut, un rapport très direct à cette toile. Alors, il y a l'amateur d'art et puis il y a le dessinateur, Nathalie. Le dessinateur, Michel, parce qu'en effet, selon mes sources, vous êtes entré en relation avec le dessin vers l'âge de 10 ans. Et toujours selon la légende, en dessinant, et ça ne s'invente pas, des pochettes d'albums de mariachi. Hein? C'est vrai? Oui, une pochette, ouais. Ce qui doit être collector. Mais bon, quelques décennies plus tard, vous dessinez toujours pour notre plus grand plaisir. Et vous signez d'ailleurs tout récemment ce film d'animation, La plus précieuse des marchandises. Comment trouve-t-on son style de dessinateur lorsqu'on est un réalisateur? Mais d'abord, j'ai vraiment pas du tout de style de dessinateur. Non, je dessine des choses très différentes, dans des styles très différents. Justement, la pratique du dessin me satisfait beaucoup plus que le dessin fini, si vous voulez. Donc, quand il faut finir un dessin, comme dans ce livre, j'ai plutôt décidé de faire des dessins très sobres. Et j'ai essayé qu'ils soient ressemblants aux gens que je voulais. Les carnets d'Ukraine. Voilà. Donc il peut y avoir un côté un peu dessinateur de Montmartre, mais ça me va très bien. Pour La plus précieuse des marchandises, c'était un film d'animation, donc il fallait aller vers quelque chose de plus simple à dessiner pour tout le monde et dans un style animable. Et puis moi, pour mon plaisir, moi dans mes carnets à moi, j'ai des dessins qui ne se ressemblent pas du tout les uns les autres. Et on vous voit travailler d'ailleurs. Pierre? Est-ce que vous dessinez, est-ce que vous storyboardez à la main vos films, par exemple? Oui. Là, je viens de finir un storyboard parce que c'est complètement dérisoire, c'est absurde parce que normalement, je fais des dessins très. Un storyboard pour les non-initiés ou les non-cinéphiles, c'est une sorte de bande dessinée où on fait plan par plan des dessins qui seront ensuite le film. Oui, c'est un croquis par plan en fait, en gros.
ça vous donne les cadres, ce qu'il y a dans le plan, le nombre de plans par séquence, etc. Mais normalement, je fais ça très simplement, très vite, quoi. Ce sont des croquis. Et là, pour le film que je fais, comme il y a vraiment un travail sur la lumière et tout, je me suis mis à pousser un peu quelques dessins. Du coup, j'en ai poussé d'autres. Et puis, de fil en aiguille, je me suis dit, bon, je fais tout. Et du coup, j'ai un storyboard, mais j'ai compté, je crois que c'est entre 600 et 700 heures de travail, ce qui est absurde. 700 heures de travail de dessin. Ça ne sert à rien pour faire un film. Enfin, vous pouvez passer 700 heures à dessiner et faire une bouse à la fin. Ça vous rassure ? Ça n'a rien à voir. Non, je ne sais pas pourquoi. Non, je ne sais pas. En tout cas, on a hâte de voir ça. J'avais le temps de le faire, donc je l'ai fait. Mais franchement, c'est un peu dérisoire. Hein. Et vous l'avez fait pour The Artist ? Pas autant. J'ai fait, oui, mais c'est des croquis. J'ai fait simple. Oui, tous mes films sont storyboardés de bout en bout. Ouais. Et on pourrait les voir. Si vous avez un peu de temps, oui. On en a non seulement le temps, mais très envie. Okay. Et donc, on organisera ça dans la grande galerie francophone. Okay. Margot ? Oui, on a très envie, surtout quand on voit que le dessin est au cœur de votre livre Carnet d'Ukraine. En novembre 2023, donc vous êtes rendu à Kiev et dans le Donbass. Vous avez rencontré des soldats qui résistent face aux attaques russes. Ce livre, c'est un recueil de témoignages. Vous avez rencontré ces soldats, vous racontez leur histoire, et puis vous avez dessiné a posteriori leur visage. Pourquoi utiliser ce médium ? Pourquoi, je crois que vous avez d'abord pris des photos puis dessiné. Pourquoi utiliser le dessin ? Est-ce que ça renvoie de façon plus profonde leur faim, leur tristesse, leur fatigue ? Pourquoi utiliser le dessin ? D'abord parce que je suis pas un très bon photographe, à vrai dire. Enfin, je suis pas comme dessinateur. Je ne sais pas, mais en tous les cas. Le problème pour moi de la photographie, c'est que j'arrive pas vraiment à faire un choix de ce que j'ai vraiment envie de raconter d'une personne. Le dessin, vous mettez ce que vous voulez, du fond, des vêtements, etc. Donc il y a une hiérarchie des informations que vous maîtrisez, enfin que je maîtrise plus que pour la photo. Et puis par opposition à un film ou un documentaire que j'aurais pu faire, parce que c'est mon métier de base, le fait est que c'est une œuvre caritative dans le sens où les droits d'auteur et les droits d'éditeur sont reversés sur une plateforme de dons, United 24. Quand vous faites un film, vous engagez des gens, ça coûte de l'argent, etc. Là, je n'ai engagé que mon temps. Et donc, j'y ai été avec des carnets et des crayons. Et voilà. Et des crayons, et c'est d'ailleurs assez fascinant parce que ce sont beaucoup de rencontres. Il y en a une notamment, une marquante avec ce personnage qu'on voit qui est un comique. Ouais. Pourquoi ça m'a marqué ? Oui, pourquoi ? Et décrivez-nous ce visage qui D'abord, quand on regarde donc c'est beaucoup de combattants, comme vous l'avez dit, et c'est sur le front. Oui, c'est sur le front. Ouais, et je me suis rendu compte qu'en fait, je les ai quasiment tous dessinés un peu souriants. Et le comique, il n'est pas du tout souriant. Il y a un autre visage, par exemple, une autre rencontre. Colia. Colia. Colia, c'est un des personnages les plus. C'est l'un des personnages les plus importants. C'est lui qui m'a amené là-bas. C'est lui qui m'a proposé de faire ce voyage sur le front, et c'est lui qui l'a organisé. Et donc voilà. Puis et ça, c'est un dessin d'après photo. Ouais. Mais vous leur demandez de poser ? Non, je prenais. En fait, on se rend. Non, parce que vous êtes vraiment un artiste là pour le coup. Enfin, c'est à la fois ressemblant, mais il y a une humanité, c'est vrai, comme le disait Margot, qui se dégage de ces dessins tout simples avec un crayon. Mais j'aime bien l'idée c'est une gomme à taille-crayon, un crayon à papier. Enfin, c'est rien. Et en fait, du coup, sur le moment, quand j'étais avec eux, cette simplicité-là entre nous, ça a créé des moments d'intimité que je n'aurais pas pu avoir, je crois, avec une caméra. Et d'ailleurs, à un moment, il y en a un qui dit sourire, ça m'évite de pleurer. Ça m'a tellement frappé, cette phrase. Et on ne voit que ces sourires dans vos dessins. Le dessin permet ça. Oui, après, alors lui, il était comme ça. Après, les gars, ils sourient, c'est-à-dire que c'est une situation effroyable, mais c'est aussi une situation de vie pour eux. Et la vie, elle passe, et les gens, ils sourient, ils rigolent, et tout ça, même dans des trucs... et puis, c'est même plus compliqué que ça, parce que je vais vous dire, c'est qu'il y a nous, on a une vision de la guerre qui est forcément atroce, forcément... Tout est négatif, etc. Mais ce que j'ai vu, c'est que les gens qui y étaient... Ils ont de l'espoir, parfois. Ils ont de l'espoir. Dans la résistance, il y a. Ouais, mais c'est même. Ils trouvent des choses belles, quoi. C'est-à-dire la solidarité, s'engager sur des causes qui sont plus grandes que vous, défendre, écrire l'histoire. Tout ça, c'est des choses qui procurent, je ne sais pas, le plaisir, c'est peut-être pas le bon mot, mais qui procurent
obscure quelque chose qui n'est pas négatif. Et qu'on trouve donc dans ces carnets d'Ukraine que je recommande vraiment chaleureusement de Michel Hazanavicius. C'est donc chez Alary Éditions. Et c'est assez impressionnant parce que c'est vrai que ça raconte autrement que sous forme de documentaire ou sous forme d'information pure, un rapport à ce qui se joue d'essentiel pour nous et pour nos démocraties sur ce front de l'Ukraine face à la Russie. Oui, l'idée c'était vraiment d'être à hauteur d'homme et de femmes d'ailleurs. Et vous savez, quand on dit il y a eu 150 morts, c'est un peu une abstraction. Mais si vous dites il y a eu un mort, plus un mort, plus une morte, plus un mort, et si vous prenez le temps de dégrainer ces 150 personnes par unité, l'un après l'autre, ça n'a pas la même valeur émotionnelle. Donc l'idée, c'est des unités, c'est des individus les uns après les autres. Vous restez avec nous, Michel. On va continuer à parler d'art ensemble. Chaque semaine, la bande de la Grande Galerie francophone vous révèle sa dernière claque artistique. Michel, on va aussi vous demander la claque de la semaine, mais face à toutes les propositions, les galeries, les musées à visiter, comment s'y retrouver ? Voilà, en tout cas, il y a eu la claque. La tienne, Margot ? Moi, ma claque de la semaine, c'est d'ailleurs à Fabrice que je la dois, dans Beaux-Arts Magazine. Donc, tu nous parles d'une expo sur le fascisme. On y découvre le travail de l'artiste Josh Klein. Regardez, il y a son œuvre choc « Journaliste au chômage », imprimée en 3D. Donc, évidemment, je me suis sentie concernée. Cette œuvre, c'est un homme à terre. Son travail a été annihilé par l'intelligence artificielle. Il est devenu inutile, muselé par la surveillance généralisée, les atteintes à la liberté d'expression. Moi, ce que j'y vois me glace le sang, évidemment, parce que j'y devine en filigrane ma propre obsolescence programmée. C'est pas gay, mais voilà, c'est ma claque. Bon, en tout cas, elle n'est pas prête d'arriver. Ta claque, Nathalie, en 30 secondes. Ils ont eu 1 minute. Hein. Non, moi, j'ai une claque thématique qui est peut-être un peu plus joyeuse, mais aussi flippante. Regardez, c'est une maquilleuse professionnelle de Vancouver et elle fait des maquillages complètement hallucinants, hyper réalistes. Vous ne serez pas surpris. Elle est inspirée par Dali parce que ses maquillages ressemblent à des tableaux vivants. Ouais. Elle se transforme autant en mutante qu'en banane trash. Moi, je trouve ça hallucinant. Donc, elle s'appelle Mimi Choi. Allez la voir sur les réseaux sociaux. Et je trouve ça doublement plus impressionnant parce que moi, je n'arrive pas à me mettre du rouge à lèvres sans que ça dépense, Alice. Donc, je suis vraiment impressionnée par Je comprends mieux pourquoi ton mot du jour, c'était Halloween. C'est fou, hein? Regardez ça. Halloween. C'est un tableau, quoi. C'est flippant. Pierre? Alors moi, ma claque, elle est japonaise. Elle vous emmène à l'autre bout du monde. Et c'est un couple princier, les Asaka, qui étaient à Paris il y a pile poil 100 ans pour l'exposition des arts décoratifs et qui sont tombés amoureux de ce courant. Et à Tokyo, ils ont fait construire une maison que j'ai eu la chance de visiter qui est extraordinaire. C'est le Palais Teien. On se croirait un peu à Antibes, mais on est à Tokyo. Et c'est une synthèse absolument extraordinaire des savoir-faire français de l'époque et d'une esthétique japonaise. Ça prouve que tous les dialogues sont possibles. Ça prouve qu'on peut avoir 100 ans et rester moderne. Et il y a une extraordinaire exposition de joaillerie que je vous invite à aller voir là-bas. Pour les chanceux qui sont à Tokyo, Lauriane, 30 secondes pour ta claque. On était à Tokyo, on va à San Francisco où il y a le Museum of the African Diaspora, le musée de la diaspora africaine. En ce moment, il y a une expo incroyable qui s'appelle Unbound, Art, Blackness and the Universe. Et en fait, ça permet de replacer la diaspora africaine dans un monde assez cosmique, assez stellaire, finalement assez loin des problématiques politiques. Notamment cette œuvre qu'on voit là. Avec cette œuvre Dark Shores de Didier Williams, 3 corps sans visage qui courent à perdre haleine dans la nuit. Ce que j'adore, en fait, moi, c'est vraiment la lumière avec ces traits bleus électriques et le fait qu'ils n'aient pas vraiment de lien entre le dedans et le dehors de leur corps. On a l'impression que c'est une frontière, un nuage, quelque chose de très poreux. Et moi, ça m'a fait vraiment une claque. Et d'ailleurs, je suis contente de terminer ce segment avec ce tableau que j'adore. Fabrice, 30 secondes et une claque. Alors moi, ma claque, elle est aussi cosmique. Elle est cosmique. Elle est totalement une cosmique. Baffe cosmique. Une claque cosmique, c'est le défilé Chanel avec le nouveau directeur artistique Mathieu Blasi, qui était très attendu au Grand Palais. Un Grand Palais complètement métamorphosé. Il faut imaginer que soudainement, ça devient, on a l'impression d'habiter sur une nouvelle planète avec des sphères géantes, un soleil de 17 mètres de diamètre et un sol noir réfléchissant qui semble quasiment liquide. Les images sont spectaculaires. Les images sont totalement spectaculaires et
La collection est complètement débridée. On passe dans un autre monde après le monde de Karl Lagerfeld. Ça se finit par une robe fleur, une robe avec de soie et de plumes en fleurs qui semble presque, pardonnez-moi l'expression, comme éjaculée. Et c'est une sorte d'éjaculation c'est neuronale. c'est un mot français. On aurait aimé que tu la portes, cette robe, pour qu'on la voie aujourd'hui. Tu as tous les droits, tu es le maître et tu parles de l'art avec tes mots. Pierre, vous étiez au défilé. J'ai eu la chance d'y être et c'était assez bluffant. Il y avait quelque chose effectivement d'assez sidéral et dans le décor et dans la collection. Moi, ce qui m'a marqué plus que tout, c'est l'idée d'aller de l'avant, quoi. Il y avait du mouvement, il y avait de la fraîcheur. On se demandait quelle température il faisait dans cet univers-là. Il y faisait Et on a l'impression frais. d'une vraie installation ou d'un décor de cinéma de SF. C'est assez impressionnant, Michel. C'est hyper beau. Je découvre, je n'avais pas vu, mais... Et alors, votre claque, en 30 secondes, vous aussi? Moi, beaucoup plus classique, c'est John Sargent au musée d'Orsay. Sublime. Oui, c'est magnifique. Et puis surtout, on découvre des dessins qu'il a commencé Enfin, c'est vraiment un surdoué. Ça commence quand il a 15 ans. C'est un portraitiste génial qu'on connaît. Et puis, il y a un travail sur la lumière que j'adore. Il y a quelques années, ils avaient fait une expo Sorolla Sargent. Oui. C'est des contemporains des impressionnistes. Ils ne le sont pas, mais il y a un moment, il était copain avec Manet, donc avec Monet, pardon. Il dessine Monet, il peint Monet un peu à la manière de Monet. Il y a une aisance, une élégance qui est vraiment réjouissante, quoi. Et Alex Vizorek nous en parlera tout à l'heure dans Viseur Expert. Et puisqu'on parle de claque artistique, on va faire un point sur les actualités extrêmement riches de la semaine dans l'art. C'est Karim Rarbaj qui fait sa propre sélection chaque semaine. 3 actus essentielles à ses yeux. C'est la petite galerie. Des œuvres volées, de la géométrie et des encombrants. Donc là, par exemple, on a exactement ce que je kiffe. Petit récap de ce que l'art a fait de plus fou cette semaine, c'est la petite galerie. Et on commence avec le faux lolo. Aujourd'hui, on suit le compte de Felice Varini, un artiste suisse qui s'amuse avec nos yeux et l'espace. Superbe. Je savais que je voulais travailler dans l'espace, m'affranchir du tableau. Ok, intéressant. Et un peu à l'image de ma vie, de loin, tout semble en phase et bien imbriqué, alors que de près, c'est le chaos total. Ouais, et comme on adore comprendre ce genre de sorcellerie, on l'a directement contacté pour qu'il nous explique sa méthode. Techniquement, je travaille avec des projections. Après, je dessine partout. Je fais mon traçage, mon dessin. Et puis on passe à la peinture. Ah yes, malin le Felice, suivez-le, c'est notre faux lolo de la semaine. Et on continue avec la dinguerie. Aujourd'hui, un sujet assez touchy, direction l'Ukraine, où depuis le début de la guerre, en plus des pertes humaines, des dizaines de milliers d'œuvres d'art ont disparu, détruites ou pillées par les Russes. The theft of art is on a scale that experts say has not been seen in Europe since the Nazi plunder of World War II. Et face à ce désastre, une bande de développeurs ukrainiens a décidé de tout reconstruire, mais en virtuel. Le projet s'appelle The Museum of Stolen Art, un musée 3D en ligne qui reconstitue numériquement les œuvres volées pour qu'elles continuent d'être exposées, du moins symboliquement. Alors oui, niveau 3D, on n'est pas sur de la next-gen, c'est moche mais c'est beau. Et derrière ce projet, il y a surtout 2 personnes, Les Yakimchuk et Olena Zenchenko, en couple à la ville comme à la guerre. Lui a quitté ses études aux States pour aller se battre. This is how we'll work. We will finish it. Elle est curatrice du musée et avec son équipe, elle traque, modélise, documente et pour la petite galerie, elle explique son approche. It's a communicational tool. It's not just about the object itself. It's about the appropriations of Ukrainian identity, trying to refute that we still exist as a nation. Bravo Olena, visiblement en plus ça inspire. L'UNESCO a carrément piqué l'idée pour lancer son propre musée des œuvres volées à travers le monde. Et on termine avec l'Incruste. Aujourd'hui, on est avec l'artiste Le D, un jeune créateur qui préfère rester anonyme et qui cartonne sur les réseaux avec un concept génial. Salut tout le monde, je suis Le D. Non, attends, qu'est-ce que je dis ? Son truc, déambuler dans les rues et donner un glow-up aux objets qu'il trouve avec ses marqueurs. Résultat, des encombrants destinés à la déchette sont transformés en véritables œuvres d'art.
Incroyable. Et aujourd'hui, on s'est incrustos dans une de ces déambulations pour voir la magie opérer. Ça va être cool. Premier objectif, trouver des déchets dans la rue. Mais comme on est à Paris, c'est mission hyper possible. Ah, il y a des meubles ici. Ouais, voilà, première rue. Mais tu vois, parfait. Donc là, par exemple, on a exactement ce que je kiffe. Bon bah, c'est good, on a notre support, les marqueurs sont ready, laissons le dé s'exprimer. Alors ce qui interpelle direct, c'est que le gars est en hésitation 0, le truc semble se dessiner tout seul sous ses doigts. Je me laisse vraiment porter. On est un peu sur une forme d'écriture automatique. Et après seulement quelques minutes, l'œuvre est déjà prête. Attention, reveal. Waouh, très stylé, bravo le dé. Et nous, on a les décevants pas laisser quelqu'un d'autre récupérer cette beauté, on l'embarque. Là-dessus, la petite galerie ferme ses petites portes. À très vite. Et les œuvres du dé sont désormais une partie de notre décor. Elles font partie de notre décor et on le remercie. Elles sont juste derrière moi, juste à côté. Michel, un mot quand même par rapport à ce musée virtuel des œuvres volées en Ukraine. Qu'est-ce que ça vous inspire et pourquoi l'art volé par les Russes ? Pourquoi l'art volé ? Parce que la Russie a une politique vraiment d'empire et l'idée est vraiment d'anéantir, d'annuler l'Ukraine dans le plus profond de son âme et notamment la culture. J'avais visité le musée national de Kiev et on m'avait raconté déjà des histoires comme ça, notamment il y avait une maison entière décorée par une femme qui a été complètement détruite par les Russes. Il y a vraiment la volonté d'annuler. Il y a un combat autour de la langue, autour de la culture qui est primordial. Et donc c'est une guerre totale et qui va au-delà du conflit armé. Bien sûr, tout ça c'est ce qu'on appelle. Il faut dire que les Ukrainiens, dès le début de la guerre, il y a une résilience de toute la population et en partie dans la culture. Et effectivement, Poutine veut piller la culture, c'est piller l'âme. Vous avez abordé l'horreur de la guerre à travers le livre, à travers le film, des sujets durs aussi avec OSS 117 comme le sexisme, le racisme, la colonisation en utilisant l'humour. D'ailleurs, on a toujours envie de vous citer des répliques d'OSS 117. Il paraît que ça fait partie de votre quotidien dans la rue. Impossible de s'en défaire. Moi-même, j'ai envie de le faire depuis le début de l'émission. Mais l'humour, ça fait partie de l'art. L'humour et l'art ne sont pas incompatibles. L'humour fait partie de la vie, l'art fait partie de la vie. Il y a un moment donné, oui, ça se croise. Je pense, moi, j'aime beaucoup les artistes dans lesquels il y a de l'humour. L'humour, c'est jamais de la distance. Enfin, mais c'est vrai que Eric Satie, il y a de l'humour. Banksy, il y a de l'humour. Je pense qu'une des raisons du succès de Banksy, c'est aussi qu'il y a de l'humour. C'est quelque chose auquel on connecte très vite. C'est une émotion qui est immédiate, qui passe pas vraiment par la réflexion. L'humour est primordial. Et vous parliez de l'horreur de la guerre et tout, mais je tiens à le redire, il y a de l'humour. Oui. Il y a de l'humour, il y a de la vie, quoi. C'est vivant. Et comment est votre blanquette ? Ma blanquette. Ah! Attends, moi, je me beurre la biscotte. C'est ça, je me beurre la biscotte? J'aime me beurrer la biscotte. Vous n'y échapperez pas aux répliques d'OSS 117. Dans un instant, on se demandera pourquoi l'art fascine autant et aussi souvent le cinéma. Mais d'abord, il est temps de retrouver le Viseur Expert. Viseur Expert, le musée d'art moderne de Paris consacre une grande rétrospective au peintre, dessinateur et sculpteur américain Georges Condo. 80 peintures, 110 dessins et une vingtaine de sculptures, 40 ans de carrière. Vous voulez savoir qui est Georges Condo? Alex Vizorek vous explique. Et aujourd'hui, je vous emmène au musée d'art moderne de Paris pour la rétrospective Georges Condo. Georges Condo, c'est Picasso et Rembrandt qui auraient eu un fils travaillant chez Charlie Hebdo. Georges Condo, c'est lui, peintre, dessinateur, sculpteur. Condo, c'est un bon combo. Au début de sa carrière, arrivant à New York, il a d'abord travaillé dans l'atelier de sérigraphie d'Andy Warhol. Bah oui, faut bien gagner sa soupe. Et puis, il a fini par trouver sa spécialité, ce que certains appellent la déconstruction faciale. Si vous vous demandez pourquoi le personnage sur cette œuvre n'a ni œil ni bouche, eh ben c'est sans doute parce que Condo les a mis sur un autre tableau. Jean-Louis Mind, 5 yeux, 4 bouches. Donc en moyenne, les personnages de Condo ont 2 yeux, une bouche. Autre œuvre, magnifique, Cauchemar de la Reine. C'est un peu un morphing entre la Reine d'Angleterre et Popeye.
Autre tableau, The Informer. Et c'est vrai qu'on dirait un peu Emmanuel Macron quand il découvre sa cote de popularité auprès des Français. Ici, l'écrivain. On voit un écrivain nu, avec une bouteille d'alcool à la main et une érection de crayon. Je pense que c'est plus Bukowski que Victor Hugo. Celui-là, j'aime bien. C'est un marin qui essaye d'envoyer un message en morse. Il y a un jeu de mots. Allez, on file voir Georges Condo au Musée d'Art Moderne de Paris. Quoi, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Bravo et merci Alex Vizorek. Michel, ça se passe donc au Musée d'Art Moderne de Paris jusqu'au 8 février prochain. Depuis quelques temps, Michel, on a noté beaucoup de relations, de passerelles, de ponts entre l'art et le cinéma, Lauriane. C'est complètement vrai, Ali. En fait, le cinéma adore l'art en ce moment et depuis quelques années. Et ce qu'il raconte, c'est surtout notre fascination pour la création, pour celles et ceux qui osent défier les codes. C'est quand même le rôle des artistes. Quelques exemples pour les citer. Frida, de Julie Taymor en 2002. Bonnard, Pierre et Marthe en 2023. Lee Miller, d'Hélène Curas en 2023. Niki de Céline Salette cette année. Des films aussi où les femmes artistes prennent une place différente. Elles sortent enfin de l'ombre. C'est un peu comme si le cinéma réparait l'histoire et qui donnait du cadre à celle qu'on avait effacée de la toile. Oui, le jeu un peu... Joli mot, jeu joli jeu de mots. Voilà. À une époque où on re-questionne la place des femmes, des minorités, des corps différents dans la culture, c'est quand même pas anodin. Mais cette vague dit aussi autre chose. Derrière les biopics flamboyants, il y a une vraie question. Qu'est-ce qui reste du geste artistique des artistes quand tout devient image, produit, stratégie? Et en fait, pour moi, ces films, ils tendent un miroir. Ils montrent que l'art reste un terrain de jeu où on se dispute le pouvoir, les normes de genre, la liberté, en bref, nos revendications politiques les plus puissantes et aussi les plus actuelles. Et pour en parler, on va accueillir deux invités, une autrice et créatrice de contenu en lien avec l'art, l'autre est critique d'art pour Télérama, Guillemette Odissino et Solène Potier de Courcy. L'animatrice et la créatrice de Au Pétard sont avec nous dans la Grande Galerie francophone. Bonjour à toutes les deux. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Et installez-vous. Je vous présente Michel et toute la bande. Et vous, toutes les deux, vous êtes accros aux biopics d'artistes au cinéma ou pas? Ah bah oui. Oui. Ah, ça dépend desquels. Mais c'est vrai que c'est assez intéressant ce dont parlait Lauriane et ces ponts entre deux univers qui sont a priori différents. Moi aussi, j'aime beaucoup. Je trouve que ça permet de démocratiser aussi l'histoire de l'art, de la rendre accessible, de donner envie de découvrir ou redécouvrir des artistes. Margot? Lauriane donc citait les films sur Frida Kahlo, Lee Miller, Niki de Saint-Phal. Il y a aussi Rembrandt il y a peu de temps avec Camille Cotin et Romain Duris. Dans ce film, c'est les toiles donc, du maître néerlandais qui vont changer le destin des protagonistes. Ils sont en visite à la National Gallery. On va regarder un extrait. Ce n'est pas l'expo du siècle. Exagère. Il y a quand même des très bons Raphaël. Ah, attends. Qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu ta mère. Je comprends pas. Tu veux qu'il lui arrive quoi de toute façon? Et là, je sens, il y a quelque chose qui débloque. Mais je sais pas quoi. Où tu étais? Au musée avec toi? On t'a attendu 2 heures. Margot? Donc c'est pas vraiment un film sur l'art, c'est plutôt un thriller sur l'écologie. Mais pourquoi ils utilisent ce lieu et ces tableaux comme ressort scénaristique? Qu'est-ce que ça dit de ces films? Est-ce que c'est leur notoriété? Quelle est la raison? Là vraiment, je pense que la raison du film, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Stendhal. C'est-à-dire, en fait, une femme arrive dans un musée, en plus, c'est pas sa ville, enfin, elle est en voyage, disons, c'est pas très loin, la National Gallery, mais enfin, elle est en voyage, et tout d'un coup, elle a l'effet, ce qu'on appelle le syndrome de Stendhal, c'est qu'elle est pratiquement, elle est prise de vertige. Elle est comme aspirée dans les toiles de Rembrandt. Et cette révélation, ce vertige, même à un moment, on voit qu'elle perd l'équilibre, qu'elle a perdu un peu conscience du temps. Quand elle répond à son mari, j'étais là. Ça. En fait, c'est un choc émotionnel, un choc presque physique, et qui va, elle, après, lui faire revoir toute sa vie et son engagement, puisqu'elle est ingénieure,
et qu'elle va C'est décider vrai, on parle souvent de choc esthétique. Enfin, le mot choc, c'est vrai. J'étais à Arles cette année où j'ai visité le musée Liu Fan et j'ai eu ce choc-là et je me suis endormie sur la petite banquette qui était devant l'une des œuvres pendant un quart d'heure. Il y a eu quelques recherches de scientifiques sur le syndrome de Stendhal qui au début, c'était Stendhal qui racontait que donc il avait en fait penché la tête comme ça pour regarder le plafond d'une basilique, la basilique San Croce, et en fait après il a eu vraiment une notion de déséquilibre physique et il a dû aller s'asseoir sur un banc dans un jardin et pour se remettre il a dû se lire de la poésie. Mais bon, évidemment, on se disait c'est Stendhal. Oui. Mais non, c'est vrai. Les scientifiques ont effectivement trouvé d'autres patients qui avaient eu des chocs esthétiques de ce genre. Et donc, c'est le syndrome de Stendhal. Mais pourquoi, vous comprenez l'engouement pour les biopics? Il y a eu Cézanne, Rodin, Camille Claudel, évidemment, avec Adjani et Gérard Depardieu. Encore un autre Rodin récemment avec Vincent Lindon. Il y a eu Niki de Saint-Phal récemment avec Charlotte Lebon. Qu'est-ce qui peut inspirer un cinéaste? Et je vous poserai la question, Michel, dans un instant, mais dans la vie d'un artiste? C'est tout l'accès au processus créatif. Enfin, on a l'impression, quand on regarde un biopic, de pouvoir un peu percer le mystère de la création, parce qu'on connaît plein d'œuvres, mais on ne sait pas forcément exactement qui était la personne qui les a créées. Et ça permet de le replacer dans un contexte, dans une époque. Ça raconte la France. Par exemple, on peut aussi parler de Pollock, le magnifique film de Ed Harris, avec Ed Harris sur Jackson Pollock. Oui, ça raconte l'Amérique, ça raconte comment on lutte, ça raconte vraiment comment on sort du cadre et comment on essaye de casser les cadres. Oui. Effectivement, il y a beaucoup dans les derniers biopics, en tout cas sur les artistes féminines, une volonté de féminisme, de dire à quel point il a fallu qu'elle lutte. Niki de Saint-Phal, c'est particulièrement Niki de Saint-Phal, c'est particulièrement fort. C'est vrai qu'on l'a vu aussi avec Camille Claudel, qui à son époque avait réhabilité cette figure majeure de la sculpture et écrasée par le patriarcat et par Rodin, évidemment. Michel, qu'est-ce que vous pensez justement de ces biopics et de vouloir raconter par le cinéma des artistes, sculpteurs, peintres, donc très éloignés de la forme de l'image qui bouge? A priori, j'en pense rien. Enfin, je ne m'étais pas posé la question, à vrai dire, mais en vous entendant, enfin, en vous écoutant, je me dis, le cinéma, il y a toujours le combat art versus industrie. Donc peut-être qu'en allant du côté d'art, c'est une manière de se positionner aussi et de se dire... de vouloir être de ce côté-là. Donc voilà, après... Mais est-ce qu'il y a un artiste dont vous aimeriez, par exemple, faire le biopic? Le Caravage, par exemple. Le Caravage, c'est très, très, très riche et c'est un personnage... Pourquoi ? Parce qu'il est au centre de tensions et de combats théologiques lourds, parce que le personnage est flamboyant, c'est un assassin, il est recherché, protégé par le pape, et puis il a un génie de la peinture. C'est un ivrogne, un génie de la peinture, il a fait des peintures religieuses extraordinaires. Et puis il a fait quelque chose qui est totalement insolent. Il a été chercher des prostituées pour les représenter en tant que Madone. C'est un personnage dingue. Mais si je devais en choisir un, je crois que je choisirais Gus Boffa, qui est un dessinateur que vous collectionnez, que j'adore absolument, que vous adorez, qui a été soldat pendant la guerre de 14, qui a dessiné jusque dans les années 60, qui a délibérément voulu être un peu en dehors de tout système, disons un peu mercantile de l'art, qui s'est un peu spécialisé dans les beaux livres. Et puis j'adore l'homme et sa production. Merci en tout cas pour ce partage avec nous de cette révélation. Oui, et qu'on a hâte de voir, parce que vous vous êtes déjà frotté à la matière du biopic avec évidemment Le Redoutable sur un petit bout de la vie de ce monument suisse qu'est Jean-Luc Godard. Et avant que je vous pose ma question, je propose qu'on se fasse plaisir et qu'on regarde un extrait. Ainsi va la vie à bord du Redoutable. Ainsi va la vie à bord du Redoutable. Ah bah ça alors, c'est incroyable. Quoi? Carnet mondain. Monsieur et Madame Nou ont eu une fille. Ils l'ont appelée Marion. Marion Nou? Oui, mon amour. Marion Nou.
Louis Garrel qui est quand même extraordinaire dans ce film parce que il est totalement méconnaissable et il prend exactement la voix de Godard. Enfin, je trouve que c'est un jeu d'acteur incroyable de la part de Louis Garrel. Nathalie? En fait, j'aurais plein de questions. Déjà, comment on se prépare peut-être sur un film, pour un film comme ça, mais qu'est-ce qui fascine autant, selon vous, de la vie de ces créateurs? On a parlé Caravage, mais Godard ou n'importe quel créateur? Là, en l'occurrence, en fait, je suis tombé sur un livre qui raconte un homme en crise perpétuelle, dans un pays en crise et dans un couple en crise, et dans sa création, en crise dans sa création artistique, etc. Et la crise étant quand même l'élément principal d'un scénario, d'un film. Là, on était un peu servi à tous les étages. Donc voilà. Et puis, c'est un personnage... comment dire, c'est un peu la statue du commandeur dans le cinéma français. Oui. Voilà, donc il y avait, je trouvais ça assez marrant d'aller chatouiller le bonhomme tout en rendant hommage à l'artiste. Donc voilà, c'était un peu l'équilibre du film. Mais c'est ce qui est intéressant, je trouve, d'un point... Là, je mets mon chapeau d'étrangère, en fait. C'est que vous baignez là-dedans. On parle de Niki Saint-Phalle, on parle de Camille Claudel, on parle de Jean-Luc Godard. Vous avez grandi avec ces artistes-là. Donc, nous, en Amérique du Nord, au Québec, au Canada, quand on voit ces films, il y a toute la charge éducative, en fait. On apprend un petit bout de votre histoire. Donc, je comprends que parfois, c'est un peu dénaturé de l'œuvre pure de l'artiste, mais c'est incroyable pour faire rayonner tant un artiste qu'un bout de la culture à l'étranger. Pierre? Oui, moi j'avais une petite remarque, ça s'est fait beaucoup aussi dans la mode, hein. Donc les créateurs, c'est les artistes, mais on a eu aussi les Gabriel Chanel, les Yves Saint Laurent, enfin toutes ces adaptations. Là, on parle de mise en image. Karl Lagerfeld. Il y a quelque chose, moi, qui m'a marqué aux États-Unis, qui est un nouveau truc qu'ont lancé des profs de beaux-arts, où il s'agit de rester minimum 10 minutes et jusqu'à 3 heures devant une œuvre. Et donc, à un moment où tout va de plus en plus vite et où voilà, vous scrollez sur votre téléphone à la même vitesse que vous regardez les murs du Louvre, je trouvais ça intéressant, l'idée de se poser. C'est ce qu'on fait justement dans la grande galerie francophone à la fin de chaque émission, vous verrez tout à l'heure. Mais vous aviez 3 portraits à nous proposer. Il y a, on va les regarder, Vincent Cassel en Gauguin, Scarlett Johansson dans le film La jeune fille à la perle, Jacques Dutronc dans la peau de Van Gogh. Très beau film d'ailleurs. Lequel vous a le plus impressionné, Guillemette? De loin, Van Gogh. De loin, Van Gogh? Ah oui, de loin. Parce que, en fait, ce que je trouve fascinant, on parlait, vous disiez, oui, bon, de temps en temps, c'est un peu tarte à la crème pour aller vite, les biopics sur les artistes. C'est souvent un peu tarte à la crème parce que souvent, les films essayent de copier le style des tableaux de la personne dont ils parlent. Et c'est pas toujours très réussi. En revanche, Boris Pialat, bon, il n'essaye pas de copier Van Gogh. Il prend évidemment, il a longtemps cherché des décors qui ressemblent à Auvers-sur-Oise. Il a aussi longtemps cherché son acteur. Oui. Puisqu'au départ, c'était un film qui était prévu pour Daniel Auteuil. Ils ont travaillé 1 an dessus. Et juste au moment où les dates de tournage sont tombées, Daniel Auteuil ne pouvait pas. Il était absolument obligé d'aller dans la cour d'Avignon pour jouer au théâtre. Et quand même, Boris Pialat a pensé 2 secondes et demie à Boris Becker. Vous pouvez regarder sur Internet, il y a des photos de Boris Becker à côté des autoportraits de Van Gogh, ils se ressemblent vraiment. Bon, il a bien fait de choisir. Et il a choisi Dutronc, et le tournage a été, enfin, espèce de révélation d'un acteur aussi. Vous savez, ce naturalisme mis au service d'un des peintres les plus flamboyants du monde, c'est quand même, c'est fou. C'est fou comme 2 styles peuvent se rencontrer pour donner un très grand film sur la création. Solène, sur ces 3 portraits? Moi, je pense que c'est La jeune fille à la perle qui m'a le plus marqué, surtout que... Et ça, c'est génial, parce que c'est un tableau de Vermeer qui prend vie. C'est ça, c'est l'adaptation d'un roman, et on sait que c'est une histoire inventée, mais à travers les yeux de cette jeune fille, justement, qui travaille comme bonne chez Vermeer, on découvre tous les backstage un peu de la création, et je pense que pour moi, c'est celui où on voit le plus l'art, justement. On voit vraiment Vermeer à son chevalet dans son atelier. On les voit tous les deux préparer les peintures, etc. Et c'est ça que je trouve génial. Un mot, Fabrice, sur ce tableau qui est connu à travers le monde de Vermeer, La jeune fille à la perle. C'est le tableau aujourd'hui le plus copié sur Instagram de jeunes actrices iraniennes à des américaines. Il y a un nombre de parodies. On avait fait une fois, nous, sur le site de Beaux-Arts Magazine, on en avait mis 150 comme ça à la suite. Et c'est incroyable parce qu'en fait, on a le sentiment de voir le monde
avec la même image. C'est ça qui est fou. Et avec en plus un regard de myope comme le mien. Je ne sais pas si vous êtes myope, Michel Hazanavicius. Oui, mais moi c'est aussi. une grande énigme. Est-ce que Vermeer était myope? Bon, bah, on abordera la question un autre jour. Lauriane? En 2017, c'était une satire au vitriol qui remportait la Palme d'Or à Cannes. C'était The Square d'Östlund, ou même plus qu'une satire au vitriol. C'était vraiment une critique acerbe du monde de l'art contemporain. Est-ce que malgré tout, même quand on essaye de se moquer un peu du monde de l'art et du fait que ce soit un petit peu parfois absurde, notamment quand on voit le prix de certaines toiles, est-ce que ça reste quand même une publicité qui est bonne à prendre et qui permet d'ouvrir les portes de ce monde-là? On avait Gad Elmaleh sur le plateau la dernière fois qui parlait de son syndrome du blédard et du stress qu'on peut avoir à pousser les portes d'une galerie. Est-ce que ça permet par le film, par le cinéma finalement, d'approcher ce monde de plus près et de mieux le comprendre? De toute façon, se moquer, c'est aussi une manière de s'approcher. Oui. Et en plus, oui, c'est une critique évidemment au vitriol, mais c'est aussi un film qui a vraiment plusieurs couches, une espèce de mise en abîme de la critique elle-même de l'art. C'est-à-dire que ça finit quand même par, en gros, un grand dîner ultra bourgeois, plein de gens bourrés de thunes, des mécènes qui font mine que pour eux, l'art contemporain, c'est tellement accessible, et qui se font incroyablement déranger. Je ne dis pas, si les gens n'ont pas vu le film, par quoi, par qui. Non, pas de spoil. Mais donc ce film qui s'est jusque-là un peu, au fur et à mesure du film, pas finalement moqué que de l'art, mais moqué des galéristes, des galéristes surtout, hein, et des gens qui vendent de l'art. Riches, en fait, Ouais. aussi, hein. Voilà. Et le film en lui-même... Mais la c'est fin une montre que c'est une l'art vraiment contemporain, ça peut vous mettre une grande claque. C'est ça. Et le film en lui-même, c'est une performance artistique. C'est-à-dire qu'il reprend les codes aussi de l'art. Ce film est génial. Enfin, moi, je le trouve génial parce que c'est une performance artistique en soi. Solène? Je trouve aussi que ça se moque beaucoup de la communication qui est faite autour des œuvres d'art, des expositions, etc. Et en effet, on a l'impression que tout est bon pour faire le buzz et pour ramener des gens. Et dans la vraie vie, je pense que c'est bien de savoir doser justement entre ce qui peut faire le buzz et rester quand même éthique pour respecter le travail de l'artiste. Michel, vous avez parfois des difficultés avec l'art contemporain quand c'est trop conceptuel, quand c'est trop cérébral? Disons, j'ai l'impression qu'il faut vraiment avoir le nez dessus. C'est des grilles de lecture à chaque fois qui sont assez complexes pour avoir accès aux œuvres. Et je crois que pour avoir une émotion, il faut d'abord, ça passe par la compréhension, disons. Et j'ai l'impression que l'art contemporain aujourd'hui n'est plus très accessible à tout le monde. Enfin, en tous les cas, moi, oui, souvent, je me sens un petit peu. J'ai besoin qu'on m'explique pour dans un premier temps comprendre et éventuellement après. Alors l'émotion n'est pas obligatoire. Enfin, je veux dire, c'est pas ce qui donne la valeur d'une œuvre, mais en tous les cas, on a moins un rapport direct. J'ai du mal à avoir des rapports directs aux œuvres. Oui. Guillemette, Solène, merci. Vous restez avec nous. Merci beaucoup. Vous aimez Georges Latour? J'ai rien contre. Vous n'avez rien contre? Non, ouais. Bon, en tout cas, c'est quand même un extraordinaire peintre du XVIIe siècle et une grande exposition lui est consacrée à Paris, celui qui était le prince du clair-obscur, le peintre de la simplicité, de scènes de la vie quotidienne. Il a peint des tricheurs, des mendiants, des voleurs. Et ce soir, on va se poser devant son tableau Les larmes de Saint-Pierre. On découvre un apôtre en plein désarroi avec un coq qui chante, qui lui rappelle sa trahison à Saint-Pierre. On va ralentir le rythme, découvrir cette œuvre en silence, c'est fascinant. Fascinant. C'était c'est fascinant.
Fascinant. Tous les tableaux de Georges Delatour, pour les voir, rendez-vous jusqu'au 25 janvier au musée Jacques Marandré à Paris. Merci à tous. Michel Hazanavicius, merci infiniment d'avoir été notre invité. Je rappelle donc ces carnets d'Ukraine. C'est absolument passionnant. C'est publié chez Alary. En attendant de retourner au cinéma pour voir le film que vous êtes en train de préparer. Merci d'avoir été l'invité de la Grande Galerie francophone. Solène Guillemette, merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous les amis. On vous retrouve la semaine prochaine. Même lieu, même heure.